Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV en présence de Roger Seski. Bonsoir. Bonsoir Karine. Vous êtes directeur de l'ESIGETEL, le directeur général adjoint de l'EFRAY. Du groupe EFRAY. Du groupe EFRAY, pardon. Oui, excusez-moi. Vous intervenez ce soir sur une nouvelle spécialité que vous lancez à la rentrée 2016, à savoir drones et droïdes. Alors il y a eu beaucoup de questions de la part des internautes qui nous regardent, qui ont été posées sur la législation et sur plein de choses. C'est une spécialité qui semble prêter beaucoup d'intérêt. Mais avant de commencer, je vous promets qu'on y répondra. Avant de commencer, quelques mots sur l'ESIGETEL. Alors, l'ESIGETEL est une école d'ingénieurs au post-bac qui fait partie du groupe EFRAY et donc qui est une école jumelle ou sœur de l'EFRAY. Et les deux écoles sont sur le même campus. Pour intégrer l'ESIGETEL, on peut intégrer en première, deuxième, troisième ou quatrième année. Le gros flux, c'est une école post-bac. D'accord. On peut rentrer, les grands flux sont en première année sur le concours Alpha, avec également l'EFRAY. Concours Alpha, en deux mots. Concours Alpha, c'est un groupe qui regroupe 6 écoles du domaine du IT. Il y a des écoles de biologie, il y a une école d'informatique aussi, et il y a une école d'agriculture. Donc c'est assez divers, et ce sont des écoles qui sont réparties sur le territoire. Et nous avons aujourd'hui, évidemment, concours post-bac, on est environ à 4000 candidats aujourd'hui sur APB, qui se clôt d'ailleurs le 20 mars. D'accord. Et alors l'intégration se fait, les grands flux se fait en première année post-bac avec APB. Ensuite, on peut intégrer aussi en deuxième année avec une sup par exemple, ou avec une licence. On peut intégrer la troisième année aussi avec une licence, L2 par exemple. Et sur le concours E3A qui réunit les élèves des classes préparatoires qui postulent sur différentes écoles. Donc on a un flux aussi important pour les élèves qui viennent de classes préparatoires sur MP, PC et PSI et PT, les élèves reconnaîtront. Et puis aussi de certains IUT, donc là il y a un flux important aussi en troisième année. Et il y a même un flux aussi en M1, c'est-à-dire des élèves qui ont commencé un master à l'université et qui veulent se réorienter et venir vers nous. Donc on a 4 années ou 4 possibilités d'intégration sur le temps à l'ESIGETEL. Alors, beaucoup de questions arrivent sur le drone. On vous demande si on va le voir voler. Il vole déjà, non? Il n'est pas déjà en train de voler? Non, c'est le virtuel qui vole. Le réel est encore arrêté, là. Et vous avez l'intention de faire voler? Demande Nico. Écoutez, il faudrait quand même un peu plus de place. Là, ça peut être un peu trop limité, je pense. Mais ça ne serait pas impossible. Dans cet espace? Oui, ça ne serait pas impossible. Parce qu'il est relativement stable, on parlera après des caractéristiques. Il est très stable, il est vraiment très bien fait. Il est un peu bricolé, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est évidemment pas un drone qu'on a acheté dans le commerce, c'est des éléments ont été achetés dans le commerce, et des élèves au sein de l'association de l'ESIGETEL ont travaillé dessus, et ils peuvent faire des choses formidables, on en parlera certainement après sur les caractéristiques du drone. Alors justement, donc il y a une association qui travaille sur des projets innovants au sein du groupe. Oui. Et vous avez décidé d'ouvrir cette spécialité d'ici à 1 an et demi. C'est ça. Alors, c'est une spécialité qui concerne les élèves qui ont fini les 3 premières années et qui vont intégrer les 2 dernières années notre cycle master. Donc, c'est une majeure parmi 4 à l'ESIGETEL. Okay. Alors, il y a droïdes et drones, il y a avionique et espace, il y a énergie nouvelle et réseau intelligent, et puis aussi système embarqué, réseau et virtualisation. Qui concerne essentiellement les réseaux. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que j'en parle, comme on fait partie du groupe EFRAY avec l'EFRAY, il y a aussi 6 autres majeurs à l'EFRAY qui, elle, est plus orientée software. C'est plus des informaticiens purs et durs à l'EFRAY, alors que l'ESIGETEL, même si elle utilise évidemment l'informatique comme la plupart des écoles, est plus orientée sur les systèmes numériques et les objets connectés et l'électronique numérique au sens large. Donc les élèves qui sortent, ou les ingénieurs qui sortent diplômés de l'ESIGETEL, ont des connaissances en hardware et software d'une manière assez générale. C'est pour ça qu'on dit école généraliste, dans le domaine évidemment des courants faibles essentiellement. Je rebondis sur la question de Nico qui donc suit ce live. Bonjour Nico. Et il semble très intéressé. Il demande les élèves en quelle année, quelle année sont les élèves de ceux qui ont construit ce drone? Alors, comme c'est une association, ce sont des élèves qui font partie de l'association. Ils peuvent intégrer dès la première année. Et en général, ils abandonnent un petit peu les associations en M2, c'est-à-dire la dernière année, parce que
la dernière année est découpée en deux parties, une période académique et puis une période de stage en entreprise. Donc là, ils ont plus le regard tourné vers l'extérieur, vers l'entreprise. Donc c'est plutôt des élèves. Alors les élèves qui rentrent en première année n'ont pas encore évidemment toutes les bases pour s'orienter sur ce genre d'association. Mais globalement, L2, L3 et M1, c'est-à-dire les années qui sont entre le début et la fin, les élèves intègrent cette association-là et il y a des passionnés qui font des choses formidables. Et donc, il y a une partie dévolue au drone. Oui, il y a une partie dévolue au drone. D'abord parce que ce sont des gens, les élèves sont des gens astucieux, ils font mille choses. Et puis l'idée de la construction du drone, elle est venue en fait. On est assez fiers d'ailleurs parce que je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de possibilités dans les autres écoles. Elles deviendront demain évidemment des possibilités. Mais l'idée est venue bien avant Rosetta et Philae. Vous savez, quand on a atterri quand le drone a atterri sur cette fameuse astéroïde. Et donc, ça mûrissait dans nos esprits. Et on s'est dit qu'il était temps de créer une spécialité dans le domaine parce que les applications potentielles sont énormes. Elles vont, alors je ne sais pas si on va en reparler après sur les différents types d'applications, la réglementation et tout. Mais on reviendra à la réglementation, à la législation, il y a beaucoup de questions. Ouais. Mais là, justement, on vous demande quelles sont les matières enseignées. Et puis, d'autres internautes demandent quelles sont les entreprises intéressées. Enfin, on veut tout savoir sur les drones. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette spécialité à la base? Eh bien, écoutez, je dirais même que qu'est-ce qui nous a empêché de le faire avant? C'est plutôt comme ça. Parce que quand j'y pense, quand j'ai dit il faut qu'on la crée assez vite pour qu'on ouvre en 2016, après je me suis dit mais on aurait dû la créer il y a bien longtemps. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que dans beaucoup d'applications, prenons par exemple l'été dernier, comme tous les étés, il y a des feux de forêt. Et aujourd'hui, les feux de forêt, ce sont des sapeurs-pompiers qui sont perchés en haut des arbres et qui ont une jumelle et qui se relaient quasiment 24/24. Il est tellement simple de faire survoler une forêt avec un drone, avec une caméra embarquée, avec une vision relativement large. Et ça donne une retransmission en temps réel et en direct à un centre de contrôle qui pourra observer la cime des arbres. Donc déjà, rien que ça, c'est une application terrible. L'agriculture, la surveillance des champs, de la culture. Aujourd'hui, on utilise, depuis hier, des satellites qui pilotent les tracteurs. Mais avoir un drone qui surveille la croissance des plantes, qui surveille la semence, qui surveille des tas de choses, c'est quelque chose de relativement facile, qui ne coûte rien, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, par exemple, ils louent un hélicoptère. Ça coûte très cher, alors qu'un drone fait quasiment la même chose, en prise de vue, et en relais aussi temps réel vers un centre de contrôle des champs, par exemple. Et des applications comme ça, il y en a encore de nombreuses. La spécialité s'appelle droïde et drone, parce que dans cette spécialité-là, il y a l'aspect droïde, qui veut dire, en gros, pour nous, humanoïde. Et quand on regarde les applications des humanoïdes, l'aide à la personne, par exemple, qui ont une mobilité réduite, ou une personne ne pouvant pas se déplacer, a soif, et n'a pas besoin d'avoir en permanence quelqu'un à côté d'elle, tant mieux si elle l'a, bien sûr, mais demander à un automate un verre d'eau, c'est quelque chose aujourd'hui qui est relativement facile à faire, parce que la synthèse de la parole, l'analyse, la compréhension, le décodage et l'action vers aller chercher un verre d'eau, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, on a tous les outils pour faire ça. Donc l'aide à la personne, ça paraissait évident. Aussi, quand on a des sites dangereux, hostiles, je prends par exemple le cœur d'une centrale nucléaire, c'est dangereux d'accéder à certains sites parce que rayonnement, etc. Envoyer un humanoïde piloté par un superviseur ou pas piloté par un superviseur, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir son intelligence embarquée, il peut très bien aller sur des sites et se débrouiller par lui-même. Là, il y a des humanoïdes avec des roues, comme ceux qui ont été sur Mars, avec des pattes, un hexapode, comme une araignée. Là, on peut utiliser la bonne technique, la bonne motricité pour aller sur des zones dangereuses et difficiles d'accès. Donc, ou bien on le guide avec une caméra, ce qui se fait, mais il peut très bien aussi avoir sa propre intelligence embarquée et se diriger lui-même vers un milieu sur lequel il faut accéder et prendre une personne ou la soigner ou prendre des choses comme ça. Donc, tout ce qui est aide à la personne au sens large, pas seulement au niveau de la santé, mais aider une personne. Le drone, c'est quelque chose aussi. C'est quoi un drone? C'est la vue de l'œil, la vue de l'homme qui est déportée. Donc tout ce qui peut accéder à aider l'homme dans différentes tâches, je ne parle même pas d'aspirateur qui maintenant est commun. L'année dernière, je crois qu'en 2014, il a été vendu 700 000 humanoïdes ou drones. Vous voyez, c'est énorme. Donc ça a marché en pleine explosion. Donc les gens qui vont être formés là-dedans, il n'y a pas de souci d'emploi. Ou les entreprises? Particuliers. Les drones ou les humanoïdes particuliers, c'est 700 000. Alors, je ne parle même pas des drones militaires, parce qu'aujourd'hui, les drones militaires français,
Dieu sait si on a les compétences pour le faire et les grands groupes qui sont capables de le faire. Mais peut-être qu'il y a eu un certain retard. Enfin là, ça touche à la politique, ça me regarde pas. Mais tous les drones militaires sont aujourd'hui achetés aux États-Unis. Alors, les drones, évidemment, il y a le drone qui pèse 50, même pas quelques grammes, parce qu'il y a des drones qui pèsent quelques grammes, jusqu'à plusieurs tonnes, les drones militaires, par exemple. C'est pareil aussi sur les caractéristiques. Il y a des drones moyens qui vont entre 5000 mètres et 15 000 mètres, même plus, mais là, ce sont les gros drones, vous voyez, qui ont une puissance embarquée, une énergie importante embarquée. Et puis, il y a les drones plus particuliers, entre guillemets, qui vont de quelques grammes, bon, évidemment, elles ne peuvent pas embarquer une caméra, jusqu'à des drones qui pèsent plusieurs kilos, comme le nôtre qu'on a là en démonstration. Et là, ça peut, par exemple, celui-là peut monter jusqu'à 1000 mètres, avec une batterie qui peut avoir une autonomie de 20 minutes. Donc, il y a une gamme de drones qui est extraordinaire. On peut tout faire aujourd'hui. Donc, vous répondez à la question d'Éric qui demande si ces formations sont à la mode. Vous êtes même presque la seule école en France à proposer ces formations. C'est possible. C'est possible, oui. Mais Pourquoi un tel retard? Écoutez, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas, mais il est évident que demain ou la rentrée prochaine, il y aura pléthore d'écoles qui vont proposer cette majeure. Et c'est tant mieux parce que les débouchés, je vous dis, au sens macroéconomique au niveau national, ça va apporter des ressources terribles. Jessica vous le demande justement, y a-t-il de nombreux débouchés et est-ce que vous pouvez donner une proportion ou... Non, c'est difficile à dire. Mais seulement des champs d'application? Les champs d'application, oui, mais je crois que l'application sera aussi naissante avec le temps. Quand on va voir toutes les potentialités d'un drone, en fonction de sa taille, de ses caractéristiques, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Et quand je vous dis 15 000 mètres, on peut même aller au-delà, parce que les moyens, c'est 5 000 mètres, 15 000 mètres. En gros, c'est l'aviation civile. Mais on peut monter au-dessus. Après, tout dépend de l'application, tout dépend de la charge embarquée. Si c'est plusieurs tonnes, si c'est des grosses choses, des charges embarquées qui pourraient être après éventuellement satellisées ou mises sur l'ISS, des choses comme ça, on peut tout imaginer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de frein. L'idée coûte pas cher, et aujourd'hui, on a toute la technologie pour faire cette idée-là, ou les idées qu'on peut avoir. Donc, il n'y a plus de limitation. C'est-à-dire que c'est simplement dans la tête de l'humain qu'on peut améliorer ou trouver des applications nouvelles. Et c'est ça qui est chouette. Je rejoins Antoine, il vous demande quels sont les métiers après. On devient ingénieur en drone, ingénieur en droïde? Non, alors le androïde ou drone ou humanoïde, il y a quand même un dénominateur commun, c'est le système embarqué, ce qu'on appelle le système embarqué, embedded system. Et là, ce sont des choses qu'on trouve partout. Ça veut dire quoi, système embarqué? C'est-à-dire un système qui est autonome, qui a sa propre intelligence et sa propre énergie. Et donc aujourd'hui, on en trouve dans les voitures, on peut en trouver dans les trains, on peut en trouver dans les avions, dans les satellites. Un satellite, c'est un système embarqué. Et donc, éventuellement, et évidemment plutôt sur les drones. Parce que là, il faut quoi pour faire un drone? Il faut, au sens matériel, il faut de l'électronique numérique, analogique d'abord, numérique ensuite, après il faut de l'automatique pour stabiliser le système, il faut de l'informatique pour gérer tout ça, il faut de l'informatique temps réel, il faut de la métrologie parce qu'il faut en permanence mesurer certains paramètres. Par exemple, il y a un gyroscope qui est embarqué sur le drone et qui permet d'avoir des informations sur laser, roulis, tangage, etc. La position, l'altitude, la vitesse, l'orientation. Donc il faut tout un système informatique embarqué. Mais c'est de l'électronique numérique sur lequel on rajoute du soft pour justement son intelligence embarquée. Donc il faut des électroniciens, des informaticiens, il faut un mélange de tout ça. Et in fine, ça vous fait un système qui est autonome, qui marche et qui pourra être vendu. Et quand on vend ce genre de système, on crée de la richesse et on crée de l'emploi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est créer de l'emploi in fine. Donc c'est ce à quoi vous allez les former, c'est-à-dire de créer des systèmes embarqués appliqués aux drones et aux droïdes, mais ils pourront les construire aussi. Tout à fait. D'abord, il y a une phase de compréhension. Ensuite, quand on a compris le problème, en général, c'est déjà bien engagé. Ensuite, il y a la conception du drone, donc ce sont des gens qui réfléchissent. Après, ce sont des fabricants, donc il faut fabriquer le drone, donc ce sont des gens aussi qui savent faire. Et après, la phase qui sort de l'école, c'est la phase d'industrialisation, mais c'est encore fait par des ingénieurs. Il y a une phase de marketing, de commercial, de gestion, de communication et autres, c'est aussi des ingénieurs qui font ça. Donc même au niveau au sens large, l'ingénieur, c'est l'homme indispensable de demain, quoi. Enfin, il l'était déjà hier, mais il le sera encore plus. Il y a beaucoup d'entreprises qui construisent des drones encore aujourd'hui? Alors, il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a des petites PME. Il y a Parrot qui en fait pas mal. Parrot, c'est le constructeur qui fabrique pas mal de choses de ce domaine-là. Aussi dans les voitures, dans les liaisons Bluetooth qu'on a sur une voiture entre le téléphone et sa radio, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ils commencent à en construire, en fabriquer, en vendre, puisque ça faisait partie aussi de leur panoplie des cadeaux de Noël. Mais après, évidemment, il y a tous les grands groupes comme Thales, comme Safran, comme
tout ce qui est EADS, tout ce qui est aéronautique, eux, ils sont évidemment les yeux tournés dessus, parce que au sens des applications, ils l'ont bien compris aussi, et ça va donner des emplois par milliers, et c'est très bien. Combien d'élèves ingénieurs allez-vous offrir cette possibilité parce que sur les 4 filières, ils ne vont pas tous pouvoir aller dans les drawings? Ils ne vont pas tous y aller, mais en plus, on est limité par des moyens et des contraintes pédagogiques. C'est-à-dire qu'un groupe de 40, pour nous, c'est déjà pas mal, parce qu'un groupe de 40, il faut 2 profs pour les encadrer en TP, il faut une salle de TP ad hoc. Bon, les cours, c'est facile, hein, les cours à 40 ou cours à 100, c'est pareil. Mais donc, nous, on est forcément limité par la taille des groupes. Mais évidemment, si avec le temps, on peut projeter ça et dire que si demain on forme 100, ça ne serait pas un problème. Si on a les moyens associés, ça ne serait pas un problème. Et se grouper avec les Frais, qui est notre école sœur, ça sera aussi encore plus facile pour nous, parce que le fait de nous être associés à les Frais, ou que les Frais nous aient acceptés dans son giron, ça fait une masse terrible en termes d'élèves, de compétences, de ressources. Bref, c'est un groupe qui marche bien. Donc un alliage de compétences pour créer ces drones, parce oui. que disons, il faut un moto, à vous entendre, il faut le mouton à 5 pattes, quoi. Il faut y avoir toutes les compétences informatiques, oui. Automatiques, oui. Électroniques, oui. et j'en passe. Oui, c'est vrai, vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que c'est une formation qui nécessite beaucoup de connaissances et de compétences. Mais pour ce faire, on a les 3 années en amont. C'est une classe préparatoire intégrée, plus après la 3e année, c'est une orientation vers les métiers de l'ingénieur. Donc on essaye de faire une espèce de formation qui soit la plus stable possible, la plus générale possible, et qui puisse permettre de s'orienter vers une des 4 majeures à l'ESIGTL et une des 6 majeures à l'EFRAY. Donc les 3 premières années en amont sont fondamentales si on veut que les élèves réussissent dans les majeures choisies. Donc si on revient sur les drones, eh ben, il faut qu'on leur enseigne évidemment l'info, l'automatique, l'électronique numérique, le système embarqué, bref, tout ce qu'il faut pour construire tout ça. Alors il y a Nico, notre internaute fidèle, qui vous demande si les drones pourront un jour livrer à domicile une livraison de type Amazon. Il a précisé sa question. Est-ce qu'il envisagerait d'avoir un essor incroyable pour tous ces drones? Yann vous demande si on peut faire voler les drones dans toutes les conditions météo. Et quant à Paul, il vous demande les caractéristiques des drones. D'accord. Alors pour la première question, est-ce qu'on peut livrer? Écoutez, c'est un problème de charge. Si on a, c'est aussi un problème de réglementation. Si on veut livrer quelque chose, par exemple de 10 kg, évidemment, il ne faut pas prendre n'importe quel drone. Donc la charge est liée aux caractéristiques du drone. C'est une première chose. Ensuite, si on part directement à la 3e question, sur la charge, enfin d'abord la réglementation, là, ce n'est pas encore tout à fait exhaustif. Parce que la presse en a beaucoup parlé récemment. Si on va y revenir. D'accord. Si on a une charge embarquée qui peut faire plusieurs kilos, évidemment qu'il y a un danger potentiel. Parce qu'on peut lâcher des produits explosifs et ça peut être dangereux, évidemment. Le drone que vous avez derrière a une charge embarquée possible de 2 kg. Vous voyez, 2 kg, ça peut faire pas mal. Sachant qu'une caméra, si on veut suivre ça visuellement, ou pas d'ailleurs, c'est pas indispensable, hein, mais une caméra, même une petite caméra, ça pèse quand même quelques dizaines de grammes. Tout dépend de la résolution qu'on veut. Mais ça veut dire qu'on peut déjà transporter des choses. Et puis, après, tout dépend de la région, et la région dépend de la réglementation. Parce que, autant, si on survole un champ, c'est pas bien dangereux. Si on survole un ministère ou des zones dangereuses, ça peut être évidemment, ça peut poser problème. Donc, la réglementation, et là, je suis sûr, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que les législateurs est en train d'examiner ça de très près pour que l'utilisation et l'application des drones soient quand même réglementées. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, ça peut se comprendre. Alors, la deuxième question qui était au milieu, c'était, en fait, est-ce qu'on peut voler par n'importe quel temps? Vous voyez, ce drone-là, il a 6 petits moteurs, c'est 6 hélices. Alors, l'hélice qui permet évidemment de se lever, et puis l'orientation de l'hélice permet d'avancer ou de reculer comme un hélicoptère. Alors, s'il neige beaucoup, ça peut causer problème, évidemment. Pour plein de raisons. S'il pleut beaucoup, ça peut aussi causer des problèmes. Mais s'il y a une légère bruine ou si c'est pas trop méchant, évidemment, il peut voler. Le vent, je dirais, ça serait peut-être plus problématique, encore qu'il y a un système de stabilisation qui permet de contrer les effets d'erreur, si je puis dire, s'il y a du vent, s'il y a des rafales, etc. Donc là, il y a des limitations, mais qui sont dues aux caractéristiques elles-mêmes du drone. Après, il y a comment stopper un drone. Parce que c'est... Grande question d'actualité. Voilà. Alors là, le drone, il y a deux possibilités. Ou bien le drone, il est piloté d'une base qui peut être sur terre, qui peut être sur air, etc. Donc là, on peut directement essayer de capter l'onde qui donne les ordres
la brouiller et la récupérer à son compte. Donc là, c'est du hacking, si vous voulez, sur des drones. Alors ça, c'est pas compliqué, mais si on a affaire à quelqu'un qui est plus dangereux, il aura lui-même, le drone, son intelligence embarquée et son programme embarqué. Il aura son pré-programme. Et là, il n'y aura pas de lésion externe. C'est-à-dire qu'il est vraiment autonome et on ne peut pas interférer sur la commande qui lui est donnée, si vous voulez. Alors, comment le détruire? Bon, là, il y a mille façons. Hein. Il y a le tir, il y a le tir physique, il y a le tir au laser, il y a un autre drone qui arrive et qui le propulse parce qu'il est plus gros. Il y a une espèce de filet qui peut l'emporter et même taper sur une hélice et se le déstabilise un peu trop. Donc, il y a mille façons aussi d'arrêter un drone. Donc, aujourd'hui, on retombe dans le schéma classique attaque-défense. Attaque-défense. Vous avez été sollicité ces derniers temps? Oui. Oui, mais pour les arrêter? pour en parler, mais bon, c'est comme ça. Vos experts sont sollicités. On est presque au seuil de entre la cybersécurité et la cyberdrone maintenant. Alors, vous allez devenir des gendarmes des drones. Alors des gendarmes, peut-être pas, c'est pas notre job, mais c'est vrai que j'ai été approché pour qu'on me parle de tout ça, qu'on m'interrogeait sur ce qu'on faisait, etc. On m'a demandé de pas en parler, donc j'en parle pas. Mais c'est vrai qu'on est sollicité forcément parce que on peut éventuellement, à notre modeste niveau, apporter des réponses aux questions qui se posent, quoi, et résoudre certains problèmes. Parce que le fait de se poser les questions, c'est aussi résoudre des problèmes potentiels qui vont arriver. Donc vous êtes surtout sollicité pour former des ingénieurs de manière assez précipitée, parce qu'il y a d'énormes besoins, à la fois en sécurité et en besoins économiques. Vous parliez de l'agriculture, vous parliez de la protection des forêts, il y a d'énormes besoins. Il y a d'énormes besoins. Alors on n'a pas été incité à en faire, mais vous savez, souvent dans le monde des grandes écoles, hein, aujourd'hui il y a un peu plus de 200 écoles d'ingénieurs en France, ce sont souvent les écoles qui ont le pilotage, sans jeu de mots, qui ont la commande. C'est-à-dire qu'on sent bien, ce qui va arriver demain et on est un petit peu en avance de phase par rapport aux besoins. Mais dès que le besoin se fait sentir et dès que les autorités s'aperçoivent qu'on est en phase avec les besoins, eh bien évidemment elles s'intéressent, et c'est leur rôle, et c'est tant mieux, de savoir ce qu'on fait, combien on en forme, quelles sont nos perspectives, etc. Donc après, il y a une espèce d'osmose entre l'offre et la demande, si je puis dire. Mais les grandes écoles d'ingénieurs ont la particularité d'être au contact des entreprises, de nouer des relations avec l'entreprise et d'écouter les entreprises et leurs besoins. Oui. À vous entendre, c'est l'inverse. C'est aujourd'hui vous qui alertez les entreprises en disant « Attention, il y a d'énormes besoins, moi je les forme aujourd'hui ». Alors, vous anticipez. Les petites entreprises, oui, ça peut se passer comme ça. Les grands groupes, je pense qu'elles ont aussi sûrement une réflexion qui est au moins aussi importante que la nôtre, voire plus, j'imagine plus. Et je pense qu'elles aussi, elles sont en train de les concevoir et de les construire. Elles communiquent peut-être pas encore beaucoup là-dessus, mais j'imagine qu'elles ont leurs propres raisons. Mais je ne veux pas penser que les grands groupes n'aient pas pensé aussi à imaginer, concevoir et fabriquer des drones. Je ne peux pas l'admettre. Toujours est-il que 2016, vous ouvrez cette spécialité. Combien d'années? C'est 1 ou 2 ans? C'est 2 ans. 2 ans, donc M1, M2. C'est ça. D'accord. Donc en fait, la promotion 2018 sera opérationnelle. Absolument. Absolument. Et même, comme à la fin de la première année de M1, il y a 4 mois de stage, et à la fin de la deuxième année de M2, il y a 6 mois de stage, il est évident, et j'en suis certain, que ceux qui feront cette major-là auront des propositions de stage vraiment attractifs pour développer, concevoir et fabriquer des drones. Donc évidemment, ceux qui rentrent après le bac sont concernés au premier chef. Bien sûr. Les AST, les admissions sur titre, peuvent-ils bénéficier de cette... 2016. En 2016. Donc c'est-à-dire que ceux qui postuleront l'an prochain pour intégrer l'école, et si j'étais elle, pourront accéder à cette major-là. D'accord. Alors pourquoi 2016 ? Tout simplement parce que on aurait pu lancer 2015, mais vous savez, dans ce genre de formation, ça concerne l'avenir des jeunes. Se lancer tête baissée vers quelque chose qui, on sent porteur, mais si ce n'est pas assez finalisé, parce que lancer ça, c'est une chose, faire un programme pédagogique, à la limite, c'est facile. Mais ce qu'on veut avant tout pour nos jeunes, c'est qu'il y ait une relation entreprise-école qui soit la plus forte possible. Et une relation entreprise-école, même si on en a beaucoup, dans ce nouveau domaine-là, il faut que les liens soient serrés. Il faut qu'il y ait un partenariat assez fort, il faut qu'il y ait des conventions, il faut qu'il y ait des contrats. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, là, commencer en septembre, pédagogiquement, c'était facile. Mais si on veut que les jeunes aient quelque chose de sérieux, de solide, qui tiennent la route et que ça soit professionnel, il faut se donner un minimum de temps. Vous voyez, c'était le risque à ne pas prendre, de dire on se lance et on verra bien. On n'a pas le droit. Si on était une PME, on aurait pu tenter. C'était un problème commercial. Là, il s'agit de la formation des jeunes. Il ne faut pas se louper. Est-ce qu'elle est envisageable en alternance ?
d'être suivi en alternance? Ah oui, oui, ça l'est, c'est envisageable. Et le volet international arrive en général en M1, M2. Oui. Évidemment, il y a un potentiel à l'étranger sur cette problématique. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il y a des stages et des opportunités qui vont s'ouvrir à l'international? Sans aucun doute, parce qu'on a déjà 90 partenariats avec l'étranger, 40 conventions qui sont actives, et on a même des doubles diplômes avec des universités étrangères, et nombreuses du reste. Dans certaines, elles sont intéressées par ce qu'on fait. Donc, on est même sollicité pour aller les rencontrer, pour discuter avec elles, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en commun, vous voyez. Donc, évidemment, elles sont intéressées. Et là aussi, on s'aperçoit que, je ne dirais pas qu'elles sont en retard, c'est pas ça, mais on a peut-être une petite avance aussi de ce côté-là. Donc, avec l'étranger, faire des formations en partenariat, ô combien on le fera. Absolument. Donc, ça n'a jamais autant d'actualité. Oui. Alors, il y a Théo qui vous demande qui s'interroge sur la spécialité drone et vous demande si on peut exercer cette spécialité en toute légalité. Oui. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui parce que, en fait, nous, on est simplement école d'ingénieurs, donc former, diffuser de l'information, diffuser des connaissances pour qu'ils acquièrent des compétences, c'est un droit. C'est un droit et je dirais même que c'est même un devoir pour nous. Parce que notre ambition, c'est que les jeunes soient formés le mieux possible et qu'ils trouvent un job le meilleur possible. Donc ça, la formation, oui, on peut. Ensuite, le problème de la sécurité, des normes reviennent. Parce que la législation sera telle que les élèves ne pourront pas s'amuser à faire n'importe quoi. Exemple, notre association dont on parlait au début, les élèves donc, font leurs essais sur notre campus. Donc on a un petit... même une grande surface herbée. Et donc les élèves jouent, quand ils modifient les paramètres, ils jouent pour voir si ça marche bien, etc. Donc, mais ça reste in situ. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le campus à côté du MIT, enfin j'étais à MIT et Harvard. Les élèves, le week-end, ils ont sur leur campus, ils jouent avec chacun leur drone à s'envoyer des faux lasers, vous voyez, à jouer comme ça. Donc quand j'ai vu ça, je dis, mais on est pile dedans, quoi. Donc, je suis sûr que les élèves, demain, ils ont déjà réfléchi à faire un laser pour essayer de dégommer leur drone. Donc, c'est marrant comme tout, parce que ça devient ludique, mais ça leur apprend des tas de choses. Mais pour revenir à la question, ça sera sur le site du campus du groupe Effray, où là, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais sortir du périmètre, là, on ne le fera pas, parce que, d'abord, de toute façon, on n'est pas des voyous, mais imaginons que le drone se tombe ou casse. Il peut très bien tomber sur une personne et on peut le blesser. Donc ça déjà, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça que les essais sont faits vraiment sur le campus et là, il n'y a aucun risque parce qu'il n'y a personne en dessous. Jean, qui est un ancien de Oui. l'ICGTEL, promo 2006, vous demande justement en matière de législation, vous demande si les AIP spéciales drones sont de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de zones. De moins en moins de zones sont autorisées. Manifestement, il demande votre avis. Et il demande si votre spécialité comprend la conception des frames et l'impression des pièces en 3D. Alors, déjà sur les zones de navigation, c'est vrai qu'elles sont réduites. Elles sont réduites, mais parce qu'il y a des zones urbaines, il y a des zones militarisées, il y a des zones dangereuses aussi au sens à la fois militarisé et puis zone urbaine. Donc ça restreint aujourd'hui à la montagne, ça restreint aux zones agricoles, où on peut faire des tas de choses, que ce soit en montagne. Regardez la surveillance, les applications, j'en oubliais sans doute parce qu'il y en a tellement. Regardez l'aide à la personne suite à un éboulement ou une avalanche. C'est tellement facile d'envoyer un drone. Ça ne remplacera pas l'hélicoptère parce qu'il faut quand même après dépêcher des gens, des gendarmes, des sauveteurs, etc. Mais on peut immédiatement lancer un drone sans attendre le pilote d'un hélicoptère pour aller déjà voir, surveiller la zone, essayer de détecter une source sonore qui a été mise par la personne qui est ensevelie. Donc déjà donner une information rapide sur l'hélicoptère, par exemple. Vous voyez, donc ça peut, si on gagne ne serait-ce que quelques minutes des fois en avalanche, on peut sauver des vies humaines. Donc dans les milieux montagnards, on peut aussi évidemment utiliser ce genre de drone. Donc la surface, c'est vrai qu'elle est forcément limitée, mais ça sera aussi lié à la réglementation. Tout ça, ça va de pair. Sur les frames et l'impression de pièces 3D? Ah oui, oui, 3D, oui, il n'y a aucun souci. Pas tout, évidemment, parce qu'on ne pourra pas concevoir le moteur qui fait tourner l'hélice, mais sur la partie, la structure, si vous voulez, la structure, oui, on peut le faire en 3D sans aucune difficulté. L'hélice aussi, enfin, tous les boîtiers, on peut le faire en 3D sans souci.
Alors, je reviens sur les zones légales ou pas. Johanna s'inquiète effectivement de l'actualité, Oui. qui en ce moment, pour mémoire, plusieurs drones ont volé sur Paris, sans Oui. qu'on puisse les intercepter. Évidemment, il y a des risques à la Oui. fois de sécurité, terroristes, et elle s'en inquiète. Est-ce que manifestement, derrière sa question sous-jacente, c'est y a-t-il vraiment un risque et est-ce qu'il n'est pas... il est pas, enfin, comme on essaye de nous faire de comprendre les médias, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'au contraire on nous cache quelque chose, quoi? Alors, est-ce qu'on nous cache quelque chose? Je ne suis pas compétent pour répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà une charge de 2 kg, vous voyez, 2 kg, c'est un petit drone, hein, mais on peut facilement monter à 10 kg, 20 kg. Bah, vous prenez un pain de C4, hein, qui est un explosif qui ne pèse pas si lourd que ça peut faire des ravages terribles. Donc évidemment, il y a un problème de sécurité, évidemment. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que quand la presse nous a relaté ces faits de survol de Paris avec des drones, évidemment qu'il y a danger potentiel. Terrorisme ou pas, je n'en sais rien, j'espère que non, évidemment, mais là je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Mais oui, il faut faire attention. Louis, justement, demande quelles sont les mesures envisageables par les agglomérations pour la restriction ou le contrôle du survol de ces espaces. Parce que de toute façon, même s'il y a une réglementation, manifestement, il y en a qui dérogent à toutes les règles. C'est vrai. Si c'est le cas du drone dont on parlait tout à l'heure, où il a sa propre intelligence embarquée, son propre programme embarqué, et qu'il n'a aucune commande reçue de l'extérieur, donc ça veut dire qu'il est autonome, on ne peut pas le hacker, on ne peut pas le détourner. Et là, s'il y a un danger potentiel, c'est vrai qu'il faut l'éliminer au plus vite. Alors, l'éliminer au plus vite, s'il transporte une charge explosive, si on tire dessus, c'est encore plus dangereux. Bon, tout dépend à quelle altitude il est, hein. Je vous dis, si comme celui-là, il y a une hauteur nominale de 1000 mètres, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Sinon, le prendre avec un autre drone, ça me paraît aussi possible, ça. Vous voyez, une espèce de filet qui embarquerait le drone ennemi, si je puis dire, et l'embarquer très vite loin de la zone urbaine, le lâcher dans l'eau ou le monter très très haut et le faire exploser très haut, c'est aussi une possibilité. Parce que faire monter un drone à 2000 mètres, c'est-à-dire en dessous ou même au-dessus, ça dépend de certaines zones, hein, mais des zones réglementées par l'aviation civile, les envoyer dans ces zones-là et puis le détruire, c'est aussi une potentialité. Oui, donc il y a quand même des actions qu'on peut faire pour contrer ce genre de menaces. Évidemment, c'est un volet important, la législation. Vous allez aborder dans votre formation, il y a l'aspect technique, législation, et quoi d'autre? La législation, déjà, ça fera beaucoup. Alors, problème de normalisation aussi, parce que si on veut construire des choses, il faut que ça respecte des normes qui sont en train de s'améliorer un petit peu. Donc, il y a l'aspect normalisation, réglementation, c'est-à-dire enseigner aux élèves ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils ont le droit de ne pas faire, parce que imaginons un jeune ingénieur qui va intégrer une PME. Si le patron de la PME lui dit voilà le cahier des charges, il faut que tu me réalises ce drone-là, il va dire OK, mais il faut qu'il intègre toutes les normes, toute la législation. Sinon, il peut faire un truc dangereux qui ne respecte pas la législation, donc potentiellement dangereux. Donc oui, on leur enseigne ce genre de choses, bien sûr. Une norme qui va sans cesse évoluer dans les prochaines années, parce que manifestement, il y a beaucoup de choses à créer, à normer. Tout à fait. Parce que tout reste à faire. Donc Exactement. ils vont accompagner ce normatif, ces normes dont le législateur va s'emparer, vous disiez tout à l'heure. Oui, parce que alors, il y a une législation qui existe, parce que le drone existe depuis un peu plus d'un siècle. Hein. Au début du XXe siècle, je crois même que Clémenceau avait imaginé l'utilisation de drones, vous voyez, pour une période de conflit. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais entre un siècle aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué, et en particulier, la législation a évolué. Mais est-ce qu'il faut remettre un petit coup de vernis dessus, ou est-ce qu'il faut dépoussiérer et les modifier? Probablement que oui. Je ne connais pas précisément la législation, hein, mais probablement qu'il y a des choses à modifier. Parce que les dernières comme toutes les réglementations, elles sont évolutives. Donc j'imagine que le législateur, il va se saisir de ce dossier-là et l'améliorer. Pierre s'inquiète de savoir si vos drones sont bien protégés et si on pourrait les contrôler à distance. Et à quelle distance? Oui, c'est le problème du hacking, c'est-à-dire que s'il y a une commande qui est faite de la Terre vers le drone, on peut très bien écouter, c'est le terme utilisé, écouter la liaison, comme une liaison téléphonique, comme le piratage d'une ligne. On peut très bien écouter l'information qui est véhiculée par faisceau hertzien, par exemple, quand on envoie une onde de radiocommunication. Donc on examine, on écoute et on regarde l'information qui est transmise, et on peut très bien la détourner et en créer une autre. C'est-à-dire que
on prend le contrôle du drone, et là aussi ça peut être dangereux, parce qu'un drone qui est inoffensif, enfin c'est inoffensif, il n'y a pas de charge explosive, vous me direz, mais on peut très bien prendre le contrôle d'un drone et le faire tomber sur quelque chose, quelqu'un, oui. Donc ça c'est possible. S'il a une commande externe, donc s'il y a une liaison entre le drone et une personne externe, oui, il y a possibilité de hacking. Quels sont les candidats et les profils que vous allez rechercher? Parce que manifestement, vous recherchez tous les profils, de l'informatique, de l'automatique, des universitaires. Alors, pour ceux qui seront entrés par la filière post-bac, ce sera peut-être la suite logique de leur filière, mais d'ici à quand même quelques années. Aujourd'hui, dans l'année prochaine, vous cherchez des physiciens, des mathématiciens, des automaticiens Alors, oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on s'appuie sur déjà des compétences de l'école. Et à l'école, il y a des matheux, des physiciens, des informaticiens, des électroniciens, des automaticiens. Donc tout ça, on l'a, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on a des compétences pour déjà penser le programme, mettre les grandes lignes et même les petites lignes, et puis commencer à enseigner. Et on ne sera pas assez nombreux. Et donc on ira faire appel aussi, évidemment, à d'autres compétences qui sont externes, comme on le fait dans les autres matières. Dans les autres majeurs, on fait appel à des spécialistes, à des profs de l'extérieur qui sont universitaires ou pas. Mais plus on monte dans le temps et dans le niveau, plus on va chercher des professionnels. Par exemple, dans la dernière année M2, on va aller chercher des personnes. Alors c'est vrai qu'elles ne sont peut-être pas, il n'y a pas encore pléthore de spécialistes dans le domaine-là, parce que par définition c'est nouveau. Pas de prof de drone. Non, il n'y a pas de drone. Pas encore. Non, donc on est en phase transitoire, donc il va falloir qu'on remonte nos manches et qu'on se forme aussi un peu par nous-mêmes. Mais d'un autre côté, il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans le drone. C'est une association de connaissances qui, intelligemment mises ensemble, fait que la spécialité et donc la finalité du drone, elle est largement concevable. Donc ce n'est pas quelque chose vous voyez, qui se crée comme ça d'un coup de baguette magique. On a les compétences en interne. Ce qu'il faut, c'est assembler les bons modules, les bons enseignements, avec toujours évidemment beaucoup de pédagogie, ce qui fera qu'in fine, l'élève aura la maîtrise du drone. Donc j'invite aussi Nicolas, Jean. Il y a eu beaucoup de questions qui sont posées sur les usages envisagés pour les drones. Vous les avez évoqués. À regarder le replay s'ils arrivent en cours de live. Mais juste une dernière question sur le profil, c'est-à-dire des candidats que vous allez rechercher. Encore une fois, des universitaires, peut-être des licences. De quel type? Vous avez des licences? Vous visez des licences? Parce que manifestement, il faut aussi des connaissances météo, il faut des connaissances géophysiques. Je ne sais pas, moi. Alors, les élèves qu'on reçoit déjà post-bac, ce sont des élèves qui ont fait une terminale S. Donc là, ils ont une base, on les prend. Ils vont faire votre cycle préparatoire. Voilà. Et ceux qui viennent du licence, alors évidemment, on vise les licences scientifiques. Donc ceux qui ont fait une licence, qui ont fait L2 ou L3, ils ont déjà des bases en maths, physique et aussi informatique, qui est loin d'être ridicule. Ceux qui viennent de classes préparatoires, maths, physique, informatique, que ce soit les CPGE classiques ou les classes préparatoires d'université. Donc eux, ils ont déjà les bonnes bases. Et en fait, nous, partant de ces bonnes bases-là, sur les 2 dernières années, vous voyez, on construit des choses qui sont en prolongement et qui s'appuient sur leurs connaissances fondamentales. Donc, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Les élèves, de toute façon, un élève qui est intéressé par une majeure, quand il est intéressé, il réussit. C'est quand on le force dans une majeure qu'il n'aime pas qu'il ne réussit pas, qu'il peut ne pas réussir. Donc je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et puis j'ai des équipes autour de moi qui sont largement partantes. Vous voyez qu'il y a un dynamisme sur cette majeure-là qui va faire que tout ça, ça va marcher, j'en suis sûr. Pour conclure, on va revenir au début. Aude, finalement, vous demande quand a été créé le premier drone. Alors le premier drone, je pense que c'est Clémenceau qui y a pensé au début du XXe siècle. Eh bien, vous ouvrez seulement les portes de Star Wars. D'ailleurs, à titre de remerciement et d'envoi, je tenais à vous dire bienvenue dans le monde de Star Wars, qui a quand même quelques années. En tout cas, ce live touche à sa fin. On vous remercie d'avoir été nombreux à le suivre. Merci pour vos nombreuses questions. Roger Seski, mille merci pour toutes ces explications plutôt extraordinaires. Le monde s'ouvre à vous. N'hésitez pas, à mon avis, c'est prometteur. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur un live Studirama TV. Bonsoir.